Lauréat en 1964 de l'exposition de peinture de la Fédération internationale des sociétés artistiques et intellectuelles de cheminots, Mario Braidotti est venu exposer à Paris. C'est une galerie du Faubourg Saint-Honoré qui a accueilli en mai 1965 une trentaine de toiles de l'artiste italien. Cette exposition a permis au public parisien de se faire une idée du talent d'un peintre fort épris de son art et dont l'œuvre riche et généreuse est bien en accord avec son temps. Ces tableaux sont d'étonnantes compositions colorées, provoquant d'abord un choc visuel. Mais le spectateur averti retrouve à travers les plans de l'abstraction les formes de la nature. En 1000 facettes brillantes. Plus loin, la façade cramoisie d'une maison ou peut-être d'un décor de théâtre. Notre peintre explique avec simplicité comment, une fois sa journée ferroviaire terminée, il se plonge dans un monde de rêve dont ses toiles expriment tout le merveilleux. Ce violoniste tout vibrant de couleurs et de rythmes a valu à Mario Braidotti la consécration de son talent à la fois original et attachant. Une association canadienne ayant exprimé le désir d'inclure une locomotive à vapeur française dans la collection de matériel ferroviaire ancien qu'elle possède près de Montréal, c'est la 030 C 841 du dépôt de Châteaubriand qui a été choisie. Un beau jour du printemps 1965, elle a donc quitté par ses propres moyens sa retraite bretonne pour aller attendre au dépôt du Havre l'arrivée du cargo qui doit l'emmener sur les bords du Saint-Laurent. Dernier préparatif avant de quitter le sol du pays natal. Instant empreint de gravité que celui où les 6 roues de la vieille 030, prises avec une ferme douceur par le gros crochet de la grue, quittent les rails de France où elle a servi pendant plus de 80 ans. En effet, elle commença sa carrière le 26 octobre 1883 et prit sa retraite le 15 juillet 1964 après avoir parcouru 1 650 000 kilomètres. Le transfert entre les voies du quai Johannes Couvert et le pont du Cargo ne présente pas de difficultés techniques particulières. Les différentes opérations, levage, translation parallèle et dépose à bord, se déroule avec une aisance étonnante dans sa précision. En moins d'une heure, le chargement est terminé et la 030 C 841 va partir vers son nouveau destin. Le 16 mai 1965, le car ferry Villandry était solennellement mis en service sur la ligne Dieppe-New Haven. Il s'agit d'un bateau à classe unique conçu pour donner aux passagers le maximum de confort. Le pont passerelle comporte un salon panoramique avec buffet, une véranda largement éclairée et une cabine téléphonique permettant aux passagers de correspondre avec la Terre. Sur le pont promenade se trouve un vaste promenoir avec banquettes et fauteuils inclinables, un salon-bar, la cafétéria libre-service et le restaurant. Au cours de la croisière inaugurale, il y eut à bord des projections de films montrant notamment la construction du navire,
la région des châteaux de la Loire, et la mise en service l'été précédent du car ferry britannique Falaise. Cette première traversée permit au commandant Carreau de faire visiter son navire à M. McKenna, directeur de la région sud des chemins de fer britanniques, et conduisit les participants jusqu'à New Haven. Après un voyage agréable, les invités des chemins de fer français et britanniques furent accueillis officiellement sur la côte du Sussex par le représentant du duc de Norfolk en grande tenue. Les personnalités britanniques tinrent, elles aussi, à effectuer la visite de la nouvelle unité de la flotte des chemins de fer français. Le 6 octobre 1965, la capitale britannique s'apprête à accueillir en visite officielle le Villandry, qui vient d'assurer pendant tout l'été un service régulier à travers la Manche. Battant pavillon de la SNCF, il remonte la Tamise jusqu'à Londres et franchit le pont de la Tour. Pendant 4 jours, il accueillera les visiteurs à quelques encablures de la célèbre Tour de Londres, bâtie par Guillaume le Conquérant à proximité du fleuve. Une équipe de sonneurs de trompe de la région de Villandry accueille les visiteurs qui débarquent sur un ponton amarré le long du navire après un court trajet en vedette depuis l'embarcadère de la Tour. Ils ne seront pas moins de 5000 à se rendre à l'invitation de la SNCF et des British Railways, la présence d'un bateau français dans le grand port britannique étant bien faite pour éveiller l'intérêt du public londonien. Une réception, dite soirée française, a lieu le 8 octobre en présence de M. Geoffroy de Courcelles, ambassadeur de France en Grande-Bretagne, et d'un certain nombre de personnalités françaises qui se sont rendues à Londres à cette occasion. Les invités sont accueillis à bord par M. Guibert, directeur général de la SNCF, et M. Stein, directeur de la région de l'Ouest. Sir Ward, président du conseil municipal du Grand Londres, et Sir Norton, maire de la cité de Westminster, ont tenu à honorer de leur présence cette manifestation d'amitié franco-britannique. Le 19 octobre 1868 était ouverte au public la ligne Nice-Monaco-Monte-Carlo qui allait permettre à la principauté de connaître un remarquable développement touristique et économique. Afin de poursuivre ce développement et de permettre la réalisation du vaste programme d'urbanisme dressé par le gouvernement monégasque, il fut décidé d'abandonner l'ancien tracé de la voie, sensiblement parallèle au bord de la mer, pour passer en souterrain au-dessous de l'agglomération urbaine. Le nouveau tracé prend naissance près de la gare de Monaco. Il comprend successivement le tunnel de Sainte-Dévote de 131 mètres de longueur,
un pont en maçonnerie de 21 mètres d'ouverture sur le ravin du même nom, et enfin un souterrain de 3056 mètres de longueur qui se développe sous les agglomérations de Monaco, Monte-Carlo, Beau-Soleil et Roquebrune. Les travaux ont été conduits par la SNCF en liaison étroite avec les services techniques de la Principauté. Ils ont commencé le 12 avril 1958 sur un signal de Son Altesse Sérénissime la Princesse Grace, qui en actionnant un détonateur a déclenché la première volée de mines. Les travaux de percement des tunnels se sont heurtés à des difficultés d'exécution considérables et ont exigé des dispositions techniques et des méthodes de travail fort différentes, suivant la nature et la consistance des terrains traversés. Pour donner une idée de l'importance des travaux, signalons que dans la construction des souterrains, le volume des déblais extraits a été de 262 000 mètres cubes. Ces déblais ont servi pour une large part à l'édification de terre-pleins gagnés sur la mer. Offrant une section nette de 55 mètres carrés, les souterrains qui sont au gabarit électrification en vue de la mise en place ultérieure des caténaires à 25 000 volts ont nécessité un cubage total de maçonnerie de 75 000 mètres cubes. Les deux équipes qui progressaient à la rencontre l'une de l'autre firent leur jonction le 6 février 1964 avec une précision remarquable, l'écart constaté ne dépassant pas quelques centimètres. Après le passage du dernier train empruntant la partie de la ligne qui va être abandonnée, on procède au raccordement avec la déviation suivant le nouveau tracé. La ligne, se trouvant maintenant presque totalement en souterrain, a imposé la suppression de la gare de Monte-Carlo, qui n'était d'ailleurs qu'à 1400 mètres de celle de Monaco. Celle-ci devient la gare unique de la Principauté et prend le nom de Monaco-Monte-Carlo. Elle a bien entendu été aménagée en conséquence. L'ancien bâtiment d'aspect vieillot a été démoli et remplacé par une gare de style moderne, conçue par les services d'architecture de la SNCF en accord avec ceux de la Principauté. La nouvelle gare offre aux voyageurs des locaux rationnellement disposés et aménagés et comporte également un salon d'apparat pour les réceptions officielles. Les nouvelles installations sont inaugurées le 13 décembre 1964 par Son Altesse le Prince Régnier III, en présence de nombreuses personnalités françaises et monégasques. Invité à découvrir la plaque commémorant l'événement, le souverain charge de cette mission son jeune fils. Quelques instants plus tard, c'est encore le prince Albert qui, d'un coup de ciseau décidé, tranche le ruban aux couleurs françaises et monégasques qui barrait l'entrée du tunnel de Sainte-Dévote. Puis, le cortège officiel ayant pris place à bord de la rame inaugurale, celle-ci s'engage dans le souterrain, consacrant ainsi la mise en service du nouveau tronçon.